Mais bien chère geekette, mais bien cher geek, les beaux jours reviennent. Les beaux jours, chez nous, c'est la critique de Might and Magic 6, le standalone Shades of Darkness, un reportage sur comment dessiner une pin-up, New Art Academy bien évidemment, et puis Retro Magic consacré à Grandia et tout ça, c'est après des news à la fraîcheur printanière. Two Brothers est un jeu au concept très attrayant. Déjà, il faut oser proposer un jeu en noir et blanc sur console HD. Et pas quelques minutes au début comme cela a pu être le cas dans Evoland, mais au moins durant la moitié du jeu. En effet, dans ce titre développé par Axe Studio, vous passerez votre temps à naviguer entre le monde des vivants, version Game Boy noir et blanc, et le monde des morts, version couleur 16 bits. Vous êtes Roy, un explorateur philosophe, et la seule personne capable de naviguer librement entre ces deux mondes. Ainsi, quand vous mourrez, il n'y aura pas d'écran de Game Over. Vous basculerez vers l'endroit qui s'appelle Afterlife Hub. Là, vous pourrez discuter avec les autres trépassés, découvrir de nouvelles informations, etc. Vous pourrez même choisir parfois d'abréger votre vie de votre propre chef pour regagner le monde des morts riche en couleurs. Le studio indé travaille dur pour terminer son jeu prévu pour cet été, d'abord sur PC, Mac et Linux, avant d'atterrir sur l'eShop de la Wii U et d'autres formats encore. Jerry a toujours rêvé de devenir magicien, et le jour où il rencontre le marquis de Hoto, son vœu semble s'exaucer. Il devient le disciple du gentleman lapin et commence à apprendre la magie dans le monde de Mousewood. Mais tout ne se révélera pas aussi simple. Des créatures mystérieuses semblent comploter dans les profondeurs des bois, et le marquis lui-même, si avenant pourtant, cache un secret peu reluisant. The Night of the Rabbit est le nouveau titre de Daedalic Entertainment, à qui l'on doit déjà le point and click d'Eponia sorti en 2012. Le studio met toujours un point d'honneur à animer en 2D traditionnellement ses personnages et à créer des décors somptueux dans un rendu acrylique sublime. Les deux rendus semblent avoir parfois un peu de mal à cohabiter, mais l'impression générale reste splendide. Ce point and click est prévu à la fin du mois de mai pour Windows et Mac, et on devrait vous en reparler à l'occasion. Brothers, A Tale of Two Sons, à ne pas confondre avec Two Brothers, dont on vous a parlé juste un peu plus tôt, est un jeu développé par Starbreeze Studio. Le titre est prévu en dématérialisé sur différentes plateformes pour le printemps 2013, c'est-à-dire logiquement dans pas très longtemps, normalement. C'est Joseph Fares, réalisateur qui vient du cinéma, qui explique le gameplay de son jeu dans un nouveau trailer. Le joueur devra jouer en coop, tout seul. Il contrôlera simultanément les deux frères en même temps. Le stick gauche pour le frère aîné et le stick droit pour le petit frère. Un peu à la manière de l'attraction Animal Crossing dans Nintendo Land sur Wii U. De même, les deux gâchettes déclencheront une action pour chacun des frères. Les réactions des personnages dans le jeu seront également différentes en fonction du frère qui interagit avec eux. Un concept intéressant, mais il faut voir si le titre tiendra la route au final. On devrait pouvoir découvrir cela bientôt et se faire un avis plus poussé sur l'histoire des deux jeunes garçons qui partent en quête de l'eau de vie pour soigner leur père malade. Et oui, le printemps, merveilleux printemps, avec son cortège de giboulées, d'allergies, de syndrome pulmonaire, c'est sympa. Et puis bon, surtout avec les filles qui se remettent en jupettes qui volent au gré du vent taquin et qui sont plaquées aussi par la fameuse giboulée dont on parlait précédemment, ce qui fait bien plaisir aux célibataires. Et heureusement, quand même, grâce à No Life, on va pouvoir les occuper, ces fameux célibataires, puisque s'ils se mettent à jouer à Might and Magic 6, notamment son standalone Shades of Darkness, au moins, ils n'auront pas à courir les filles dans la rue, pourront se promener tranquille. Et ça, c'est bien. Plutôt bien accueilli par la communauté de fans, Might and Magic Heroes 6 avait jusque-là vu son expérience de jeu étendue avec les packs aventures, Pirates of the Savage Sea et Danse Macabre. Depuis le début du mois de mai, un troisième contenu additionnel est disponible sous la forme d'un standalone, soit d'une extension indépendante ne nécessitant pas le jeu original. Son nom, Shades of Darkness. Celle-ci propose deux nouvelles campagnes, l'une consacrée aux nécromanciens et l'autre à une faction inédite, le donjon. Nous devrions couper votre langue de vipère, Sir Shan. Avant de s'intéresser au contenu de ce standalone, il est malheureusement nécessaire de faire un point sur son lancement calamiteux. Jeu qui n'apparaît pas sur la plateforme Uplay, musique et bruitage absentes sur les versions Steam, crash sur les ordi équipés de cartes Nvidia, certains joueurs auraient même perdu leur sauvegarde si l'on en croit les nombreux posts rageurs apparus sur le net quelques heures après la sortie officielle de l'extension. Bref, un lancement raté. D'autant que ce dernier est également lié à la sortie de l'édition complète de Might and Magic Heroes 6 et qu'un patch énorme, le 2.1, téléchargeable à part, n'a rien arrangé.
Ce dernier, corrigé en nombre hallucinant de bugs, dont ceux précités, s'installe en effet différemment selon la version du jeu possédée. Si vous avez Heroes 6 par exemple, version originale, Deluxe ou Gold, il faudra désinstaller le jeu et le réinstaller en prenant garde de ne pas effacer son profil et ses sauvegardes. Les joueurs les moins bidouilleurs devront donc prendre garde à suivre les étapes conseillées par Ubi sur les forums du jeu pour ne pas s'exposer à de mauvaises surprises ou tout simplement parvenir à jouer. Difficile de faire plus pour décourager les joueurs néophytes de donner sa chance à ce titre ou pour se mettre à dos des fans au bord du nervous breakdown. Mais par l'ombre de Malassa, ne refaisons plus jamais ça. Et c'est d'autant plus dommage que cette extension, à l'image du jeu original, propose un contenu très étoffé. The Dark Elves were born during a night filled with betrayal that began when the Elf King Arniel stood aside as the Holy Empire invaded Queen Tuidana's lands. Shades of Darkness s'inscrit dans la continuité de Heroes 6 et se situe un siècle après les événements narrés dans la mouture originale du jeu. On retrouve donc des familles qui se déchirent pour retrouver leur lustre d'antan. Après avoir signé un pacte avec la déesse dragon des ténèbres et ses envisages, les elfes devinrent les elfes noirs. Trahis, ils durent renoncer à leur terre pour vivre sous terre comme de Vulgarto. À la tête de son clan, Raelak tentera de récupérer ses terres et doit pour cela se résoudre à forger un pacte avec les dragons noirs. La seconde campagne, elle, met en scène Vayne, le vampire mercenaire. Trêve de mondanité, Seigneur Vayne. Ce dernier semble immunisé contre une épidémie qui décime les rangs nécromanciens et se voit confier la défense de la frontière entre Eresh et l'Empire. Les scénarios des deux campagnes sont liés et intègrent également de nombreuses références à celles jouées dans Heroes of Might and Magic 6. Si vous commencez par Shades of Darkness, un certain nombre de détails vous échapperont donc logiquement, mais les deux nouvelles campagnes proposées restent compréhensibles par tous, vu qu'elles tournent toutes deux autour des elfes noirs et de leur combat pour retrouver le pouvoir qui fut le leur. Très riche en héros et en trahison, l'histoire de ce standalone ne manque pas non plus d'humour, avec des dialogues souvent amusants. Quoi? Tu veux dire qu'il peut entendre tout ce qu'on raconte? Oh, c'est d'un sordide. Pour en savoir plus sur le game system du jeu, on vous encourage à aller voir la critique de Might and Magic Heroes 6 sur No Life Online. Ce standalone reprend en effet en toute logique les acquis du jeu original. Pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas cette série, sachez qu'il s'agit d'un jeu de stratégie-gestion, au tour par tour, doté d'une dimension RPG développée. Le jeu se scinde en gros en deux phases, la carte et les combats. Sur la carte, on peut déplacer son héros, dans les limites imposées par ses compétences et son équipement, provoquer des combats afin de récupérer des artefacts, des mines ou des ressources, or, bois, cristaux et minerais. Ces ressources serviront à créer de nouveaux bâtiments dans sa ou ses cités afin de la fortifier, de recruter de nouveaux héros et bien entendu d'étoffer ses troupes. La seconde phase du jeu touche au combat. Ces derniers se déroulent sur une espèce d'échiquier où l'on déplacera ses unités au tour par tour. Chaque unité est représentée par type. Pour les elfes noirs par exemple, on aura les assassins qui possèdent la capacité de se rendre invisibles sur un tour. Une unité assassin est en fait une somme de plusieurs unités et il conviendra de gérer finement leur déplacement afin de minimiser les pertes en combat, le jeu étant très difficile, y compris en mode easy. Le héros dispose également de plusieurs pouvoirs. Il peut, au choix, lancer un sort à l'aide du grimoire ou une attaque directe à l'aide de la frappe héroïque. Il dispose aussi d'une seconde action par tour liée à la capacité de faction. Le héros des elfes noirs peut ainsi rendre invisible l'une de ses unités. On notera qu'il est bien possible de placer ses unités sur l'échiquier avant un combat, mais il faudra pour cela disposer de la capacité tactique. Le développement de son héros est ainsi très important, sachant que le joueur décidera de lui-même quelles compétences ou sorts il désire débloquer après un level up. Et là, les possibilités offertes sont énormes. Sachant qu'en plus, on peut toujours spécialiser son héros dans la voie des larmes ou du sang, cette spécialisation déterminant l'obtention de compétences spéciales et modifiant certaines interactions avec les unités adverses et les PNJ. Les ennemis, parlons-en. Ces derniers disposent aussi de héros, de cités, et se fortifient à chaque tour de jeu, ce qui confère au gameplay une sensation d'urgence permanente. Rapidement, le moindre mouvement, la moindre attaque, la plus petite décision stratégique peut avoir des répercussions drastiques. Chaque campagne est composée de 4 énormes missions, possédant des objectifs principaux et une multitude de sous-quêtes annexes. À vous de faire les bons choix. Mais dans certains cas, les objectifs principaux mettent en compétition le joueur avec les héros adverses, ce qui l'oblige à aller vite, très vite. Perdre de vue un tel objectif est toujours synonyme de game over. Mais de toute manière, Shades of Darkness fait partie de ce type de jeu où une mauvaise décision, un oubli ou la plus petite erreur oblige souvent le joueur à relancer une partie. On notera que la nouvelle faction proposée par cette extension, les elfes noirs, se joue très différemment des autres camps.
Plus sournois, plus infiltration, il faudra faire preuve d'une grande subtilité pour espérer progresser dans de bonnes conditions en tirant habilement parti, entre autres, de la capacité de faction. Shades of Darkness peut s'apprécier sans avoir joué à Might and Magic Heroes 6, mais il faudra faire preuve de patience. Heroes 6 et son extension sont des jeux exigeants, demandant aux joueurs un énorme investissement afin de bien saisir les nombreuses et délicieuses subtilités de son game system. Le nombre de paramètres à gérer est en effet impressionnant et peut rebuter le joueur néophyte. Et malheureusement, les soucis techniques ayant accompagné le lancement de ce standalone ne font que renforcer ce constat. Un jeu nécessitant un tel investissement, avec une telle durée de vie, ne peut pas se permettre d'être aussi instable. On conseillera donc Shades of Darkness aux fans hardcore du jeu, susceptibles d'accepter ses imperfections techniques, liées en grande partie à la plateforme Uplay, et d'apprécier son rythme un peu lent. Ceci dit, l'auteur de cette critique a passé une bonne dizaine d'heures sur ce jeu, sans avoir eu la sensation d'en avoir fait le tour, bien au contraire. Avec sa durée de vie phénoménale en solo, ses options multijoueurs et les nombreuses possibilités offertes par l'arbre de compétences du héros, ce titre offrira aux plus courageux des heures et des heures de prise de tête. Le printemps, merveilleux printemps, hein, avec son cortège de sève qui repousse dans les vieilles branches endormies et racornies. Et à ce propos, justement, les célibataires, encore une fois, vont pouvoir s'en donner à cœur joie, car ils vont apprendre à dessiner une pin-up grâce à New Art Academy. Et ça, c'est bien. Sorti l'été dernier chez nous, New Art Academy est un logiciel sur 3DS qui initie les joueurs aux joies du dessin à coups de techniques, d'outils et de leçons prodiguées par de grands noms du milieu comme Zeb par exemple, qui nous apprenait à dessiner Titeuf en janvier dernier. Le jeu proposera d'ici quelques mois une nouvelle leçon qui mettra en avant les pin-up et le collectif américain Girls Drawing Girls, un regroupement d'artistes féminines avec à sa tête Melody Severns, à qui nous avons pu poser quelques questions à l'occasion de l'expo qui se tient en ce moment même à la Galerie Art Ludique à Paris, à commencer par la nature de son collectif. Yes, to join you do have to be a girl. So that's part of the organization. It's a group of women artists and we draw pin-up art. It's a way to showcase femininity and sexuality from a woman's point of view, because pinups have been drawn by men most of the time, primarily. So yes, you do have to be a girl, so I'm sorry if you wanted to join. The thing is that it's not just for people who are sexually attracted to women to look at, because it's also about embracing the femininity and sexuality that comes within from just the amazingly talented women artists that we have in the group. So I think that, women, it doesn't really matter what your sexuality is. You could look at this and find, kind of some sort of uplifting power in it, because you could see the personality in each piece of art. And I think that it's kind of, time for us to embrace that side of ourselves and not be ashamed about it, and that's part of what, the message is all about. Si Nintendo a fait appel au talent de Melody et de son collectif, ce n'est pas vraiment un hasard. L'artiste cultive en effet un amour particulier pour les jeux vidéo et a déjà travaillé à plusieurs reprises dans des univers qui nous intéressent. I love video games. I love horror video games. I love scary video games like Silent Hill, Resident Evil, anything where you could turn off the lights and play the game and get scared. I love those games. I love adventure games. I love stuff that brings me back to childhood, like old Nintendo games, And yes, I worked on The Simpsons. I worked on the Vader project, where I painted one of the Darth Vader helmets with my friend Ann Walker and Debbie Bruce. We called it Carmen Mirandarth, where we made the Vader helmet look like Carmen Miranda. And we sell at comic conventions all the time, and we are at San Diego Comic-Con every single year. And I have to say, I've read comics. I have my favorite comic book artists. I have my favorite geeky TV shows that I love, like Game of Thrones. I love Game of Thrones. I get excited every time a new episode comes on, and so yeah, I guess you could say I am very much a part of that. Love Lord of the Rings. I make comparisons about Lord of the Rings to things in life all the time. So
Yeah, I think that there's this new kind of geek pride that we have now, where it's okay to like these things, you know, it's okay. Reste à savoir ce que pense Mélodie des possibilités offertes par ce logiciel. There's a couple of things in the lesson. You'll be able to learn how to draw Gigi, who is the mascot for Girls Drawing Girls, and you also get to learn how to draw pinups from an animation perspective, because animators kind of have a different approach to drawing than fine artists do. So if you're into animation, which a lot of people who are into geek culture are, you get to kind of have a sense of how animators do their job. I think it absolutely could be a learning tool. A lot of the lessons that are on the Nintendo 3DS Art Academy system are built for, if you've never drawn anything before in your life, you could take a lesson in Art Academy and have a beautiful piece of art if you just follow along in the lesson. It teaches you step-by-step basics, so you could get a good understanding of how painters do stuff, and it kind of breaks it down so it looks like it's a lot easier than what you might think. So it's a wonderful learning tool, and it's a great sketch pad too. I think what's really neat about it is it could be a whole sketchbook in just this little tiny device. You could bring it around with you to different areas if you wanted to go outside and sketch, and you don't have to bring a whole bunch of pastels or a whole bunch of paints or a whole bunch of pencils with you because it's all there. If you wanted to make something that looks like a painting, all of your sets of paints are in that program. If you wanted to do something that looks like a colored pencil drawing, all of the pencils are there. So you don't have to bring a sketchbook and pencils and watercolors and pack it all in a backpack. It's just right there, and you could put it in your purse if you're a girl, or if you carry a purse, carry a backpack. You could just carry it with you, and you have this art studio just in the palm of your hand. It's a great tool for that. On prendra évidemment le recul nécessaire lié à la dimension promotionnelle de cette entrevue, mais on apprécie tout de même l'initiative et on attend de pouvoir dessiner la petite Gigi à l'occasion de la leçon de mélodie prévue pour septembre prochain. Je tiens d'ailleurs à rappeler à mes bien chères geekettes et à mes bien chers geeks, mais surtout à mes bien chères geekettes, que je continue d'exercer la profession que je pratiquais avant de devenir animateur habillé, à savoir modèle nu. Donc si le reportage sur la 3DS vous a donné envie, vous a réveillé un petit côté artiste qui sommeille en vous, n'hésitez pas, vous pouvez contacter la chaîne qui fera suivre votre demande et je viendrai chez vous et vous pourrez ainsi me croquer sur votre 3DS ou sur tout autre support. Julien Pirou, lui aussi, d'ailleurs, est disponible entre deux parties de Grandia. Il peut se rendre chez vous, sur rendez-vous, sans rendez-vous. L'important, c'est de ne pas l'abîmer, surtout parce qu'il peut encore servir. C'est en 1997 que le développeur japonais Game Arts, déjà responsable de la série des Lunars, sort sur Saturn un nouveau RPG, Grandia. Ce titre a été un effort majeur du studio, il a nécessité près de 5 ans de développement. Il faut dire qu'à l'époque, Sega était en concurrence avec Sony, et la PlayStation allait accueillir un jeu très attendu, Final Fantasy VII. La Saturn avait désespérément besoin d'un RPG majeur, et qui prouverait en plus que l'on pouvait faire de la 3D à grande échelle sur cette console. Grandia prend place dans un monde steampunk, peuplé de races très différentes et où sonnent les échos de civilisations disparues. Mais au début de cette histoire, le héros du jeu, Justin, n'est qu'un apprenti aventurier qui joue avec sa meilleure amie, Sue, dans les rues de la ville. Sa vie va basculer quand, grâce à une pierre mystérieuse léguée par son père, il découvre dans des ruines une relique de la civilisation disparue, des Zenjoul. Il rencontre la projection de Liete, l'héritière des Zenjoul, qui lui explique qu'il détient une pierre d'esprit et qu'il lui faut se rendre à Alent, loin vers l'est. Commence alors pour Justin et Sue un grand voyage.
Ils vont rencontrer des compagnons comme Fina, la jeune aventurière, ou Guido, le marchand itinérant de la race des Moges. Guido of Zilpaden, a salesman traveling throughout the world. Et ils vont devoir faire face à l'Empire, avec à sa tête le général Baal qui convoite le pouvoir des pierres d'esprit pour son propre profit. Grandia prend place dans un monde en 3D où les personnages sont représentés par des sprites 2D zoomés. Le joueur pourra accéder aux différentes zones du jeu via une carte du monde, et dans les parties d'exploration, il aura à sa disposition une boussole en haut à droite de l'écran, pointant toujours vers la sortie, même si les donjons ne seront bien sûr jamais en ligne droite. Le système de jeu de Grandia était tout à fait innovant pour l'époque. Une des particularités est qu'il n'y a pas de combat aléatoire. Les ennemis sont physiquement présents sur la carte. Ils chargeront l'équipe du joueur à son approche, et il sera possible de les éviter complètement avec un peu d'entraînement. Une autre particularité est le système de combat qui permet des actions assez complexes. Chaque personnage, ami ou ennemi, avance sur une jauge d'initiative située en bas à droite de l'écran. Une fois arrivé au dernier cran, on peut choisir une action qui sera exécutée quand le personnage aura atteint le bout de la jauge. Ces différentes actions sont l'attaque standard, qui est une combinaison de 2 coups, l'attaque critique, les coups spéciaux ou la magie, et enfin la protection ou la fuite. Quand on frappe un ennemi avec une attaque standard, on le retarde quelques instants sur la jauge d'action, ce qui permet carrément de lui faire passer son tour si on le retarde suffisamment alors qu'il allait tenter quelque chose. L'attaque critique fait moins de dégâts que le double coup standard, mais elle a une chance d'annuler complètement l'attaque d'un ennemi, enfin seulement s'il est frappé alors qu'il allait tenter une action encore une fois, c'est-à-dire qu'il se situait dans le dernier cran de la jauge. Avec un bon timing, il est en fait possible de contrôler le cours du combat en concentrant des attaques bien placées sur un ou des ennemis. Contre les adversaires plus forts ou trop nombreux, on peut utiliser les coups spéciaux ou la magie, qui sont encore une fois bien particuliers dans ce jeu. Les coups spéciaux s'utilisent en consommant des SP, Special Points, et sont débloqués par le joueur en montant les niveaux que possèdent les personnages pour leurs différentes armes. Justin peut par exemple équiper une épée, une massue ou une hache, et il lui faudra monter de niveau dans chacune de ses armes pour débloquer ses coups. On débloque la magie élémentaire dans Grandia avec des œufs mana que l'on obtient en récompense en tuant des boss ou encore en les trouvant, généralement bien cachés dans des donjons. Si par exemple on débloque les écoles de magie du vent et de l'eau pour Fina avec 2 œufs de mana, elle aura ensuite accès aux sorts de vent, d'eau mais aussi aux sorts de glace qui sont la combinaison du vent et de l'eau. Et ce n'est pas fini, les personnages disposent de 3 niveaux de magie différents, de plus en plus puissants. Ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces niveaux dispose de sa propre barre de mana. Il est donc possible de parcourir un donjon en se soignant uniquement avec des sorts de niveau 1 pour arriver devant le boss avec ses sorts de niveau 2 et 3 à pleine puissance. Grandia était décidément un jeu d'aventure étonnant. Son système de jeu était beaucoup plus complexe qu'il n'en avait l'air, mais c'est sa réalisation et son histoire qui ont frappé les joueurs. Grandia peut en effet être assimilé à des œuvres comme Nadia, le secret de l'eau bleue ou les mystérieuses cités d'or. Des œuvres où de jeunes héros vivent une histoire d'aventure qui va basculer dans l'épopée de science-fiction avec des personnages mémorables, des retournements de situation et des passages incroyablement poignants. L'équipe de Game Arts avait intégré des artistes de talent pour donner vie au jeu. Kusanagi Takuhito était responsable du design des personnages. Vous avez peut-être vu son travail sur les séries Blue Submarine No. 6 ou Sea Control diffusées récemment sur No Life. Hontani Toshiaki, un animateur qui a travaillé sur les Eldon et Amis ou Akira par exemple, était en charge des cinématiques animées, mais était aussi le co-réalisateur du jeu, imposant sa patte à tout le titre via des instructions très précises pour les graphistes de Game Arts. Iwadare Noriyuki a composé une bande-son incroyable qui a transporté les joueurs dans le monde du jeu. Et le cast qui prêtait sa voix au personnage était au Japon une équipe des plus grandes de l'époque. Grandia était rempli de petites touches qui lui donnaient vie et caractère. L'équipe avait porté une attention toute particulière à l'ambiance et à la mise en scène des lieux visités. L'aventure par exemple était ponctuée de scènes de bivouac où le joueur, incarnant vraiment Justin, discutait avec son équipe. Tout cela renforçait vraiment l'impression de vivre un grand voyage. Le monde du jeu comportait des endroits surprenants, comme ce mur gigantesque coupant le second continent, que la population appelle la fin du monde, et que nos héros vont finalement escalader, ou encore Jilpadon, la grande ville multiethnique séparée en quartiers. Il n'est pas difficile de le dire, Grandia est un chef-d'œuvre du genre, un monument du RPG, une déclaration d'amour à l'esprit de l'aventure.
Le jeu n'était cependant pas parfait, loin de là. L'ambition du titre était un peu bridée par la technique, avec notamment des ralentissements sur les scènes 3D les plus chargées. Les combats, bien que l'on puisse potentiellement les éviter avec un peu d'habileté, étaient longuets et les chargements du CD omniprésents. Et il faut reconnaître qu'il était souvent difficile de se repérer dans les donjons qui étaient en plus souvent très longs. Malgré une sortie en 1999 sur PlayStation et une localisation américaine puis européenne, Grandia n'a pas connu un énorme succès auprès du grand public, dont le chouchou était FF7. C'est juste au Japon que le jeu a connu des ventes honorables. Game Arts a continué sur sa lancée avec des épisodes dérivés et des suites. Grandia 2 sur Dreamcast, Grandia 3 sur PS2 et même Grandia Online, un MMORPG sur PC au Japon qui a existé entre 2009 et 2012. Mais aucune de ces suites n'a égalé le Grandia originel qui reste le grand œuvre de Game Arts. Ô printemps, merveilleux printemps, que ton retour me rend content. Ô printemps, merveilleux printemps, fais voler tes jupettes au vent. Ô printemps, merveilleux printemps, c'est déjà la fin de 100%. Et lorsque tu souffles ton air doux dans nos coups, c'est pour mieux nous préparer à recevoir les bisous.